Eh bien, ce soir, Claude, nous sommes transportés dans une île, l'île Fulatine. Ne me demandez pas où est l'île Fulatine, je n'en sais rien. On n'est qu'à la situer dans l'océan de vos rêves. C'est l'histoire de Jean Fournet. Il a hérité une maison d'un oncle inconnu, Pierre-François Fournet, qui s'était retiré à l'île Fulatine après une brève carrière de soliste. Il y est mort accidentellement à l'âge de 51 ans. Jean Fournet, qui est à un tournant de sa vie, choisit de passer un hiver dans cette maison isolée sur la lande. Il va découvrir, grâce à des cassettes, le vrai visage de Pierre-François Fournet et son amour pour Jenny. Mais qui était Jenny? Eh bien, c'est l'énigme de ce soir. Une énigme où vous allez entendre les bruits, les silences, tout ce qui est suggéré a autant d'importance que les voix et ce qu'elles disent. Je vous en prie. Asseyez-vous. Merci, maître. Soyez le bienvenu, monsieur Fournet. Nous avons éprouvé d'énormes difficultés pour vous joindre. Je viens de passer plusieurs semaines à la Martinique. Ah, quel temps. Oh. Ça doit vous changer. Hein. Ah, ces marées d'équinoxe. Je vous ai succinctement expliqué la situation dans l'une de mes lettres. Votre oncle, Pierre-François Fournet, est mort sans laisser de testament. Vous êtes son héritier. Monsieur Fournet possédait une maison à l'île Fulatine où il vivait depuis une vingtaine d'années. Fulatine, un bel endroit. Vous connaissez? Non, maître. Non, je ne suis jamais venu dans la région. Monsieur Fournet s'était retiré là après avoir très longtemps habité en Angleterre. Une curieuse vie, coupée en deux. Depuis son installation en Bretagne, il composait, écrivait. Remarquable, sa biographie de Mozart. Qu'en pensez-vous? Je ne l'ai pas lu. Prenez contact de ma part avec l'éditeur de votre oncle, Hector Faléan. Vous le connaissez de nom, naturellement. Mais pas du tout. C'est un homme fort courtois. Je me souviens avoir dîné avec lui lors d'un séjour à Paris, où l'un de mes cousins... Je n'arrive pas à fixer mon attention sur les paroles du notaire. Que fais-je ici? Il pleut sur Rochelor. J'ai l'impression de rêver cette ville à demi noyée, cette pièce un peu trop douillette. Voilà, vous en savez maintenant autant que moi. Je reste naturellement à votre entière disposition. Je suis extrêmement étonné, maître. Je ne connaissais pas cet oncle. Peut-être mon père m'en avait-il parlé une fois ou deux. Ils étaient brouillés dans leur jeunesse. Ne comptez pas sur moi pour vous fournir des détails. J'ai repris cette étude il y a quelques mois. Le premier clerc de mon prédécesseur s'occupait personnellement des affaires de M. Fournet. Et il vous faudra vous contenter de mes informations. Pierre-François Fournet est mort accidentellement le 22 janvier à l'âge de 51 ans. Pierre-François Fournet est mort accidentellement le 22 janvier à l'âge de 51 ans. Me voici bien obligé de me satisfaire de cette phrase trop courte qui clôt une vie dont je ne saurai jamais rien. Pierre-François Fournet, je me souviens pourtant de sa voix. L'un de ses ouvrages venait de sortir. C'est tout à fait par hasard que ce jour-là, j'ai tourné le bouton de la radio. Oui, il me semble que vous tenez à me faire dire des choses bien compromettantes. Oui, pour écrire ce livre, j'ai recherché les décors de la vie du musicien. Enfin, c'est important, une ville, une rue. Et
J'ai même poussé plus loin la conscience professionnelle. Mais imaginez-vous que le hasard m'a fait rencontrer un Belge, directeur d'une société d'import-export, qui pense être la réincarnation de Mozart. Il m'a parlé de sa vie antérieure, et ses souvenirs n'étaient pas totalement dépourvus d'intérêt. Oui, c'est vrai, je suis naïf. Et poussez-moi dans mes retranchements, je vous avouerai croire aux faits. D'ailleurs, je crois en tout. Lors de mon très long séjour en Angleterre, j'ai vécu dans une maison hantée. Disons, subtilement hantée. Les objets ne se déplaçaient pas seuls, mais il y avait dans cet endroit, outre une atmosphère bien particulière, des petits faits troublants. Pierre-François Fournet est mort accidentellement le 22 janvier à l'âge de 51 ans. Cet événement bouleversera peut-être mon destin. Sans lui, aurais-je eu le courage de rompre si vite avec mon associé. Cela allait mal entre nous bien avant ce difficile chantier de la Martinique. Je viens d'avoir 33 ans et si j'y réfléchis, rien dans ma vie passée ne me permet d'être satisfait. Je suis un architecte médiocre et je le sais. Il y a bien longtemps que j'éprouve un besoin de halte et de réflexion. Le hasard me donne une maison au moment précis où je romps avec un travail pour lequel je ne me sens pas fait. Dès que le notaire m'a parlé de cette île, je me suis senti attiré vers elle. Pourquoi? Le nom, Fulatine. La mer grise, étale, apaisée après la tempête. À l'horizon, un phare sort de la brume. L'île Fulatine, 6 kilomètres de long, 4 de large. Un village serré autour d'un clocher rustique. Les ruines d'une ancienne citadelle. Des champs ceinturés de murets. Des falaises à pic. Des plages désertées. Voici mon nouveau et provisoire décor. C'est ici que je vais vivre. Le temps de voir plus clair en moi-même. Ici, dans la maison de Pierre-François, qui est maintenant légalement la mienne. Une façade crépie à la chaux, 3 pièces qui présentent un aspect monacal. Il n'y a là que les meubles strictement nécessaires. Pas un bibelot, pas un tableau, pas une photographie. De grands murs blancs et nus. Un piano démesuré paraît anachronique. Apparemment, rien n'a bougé depuis la mort de mon oncle. Un gros gilet de laine, un vêtement de pluie sont encore accrochés au porte-manteau de l'entrée. Sur une table traînent des pipes, des lettres sans importance, un carnet de notes, une feuille sur laquelle sont écrits une date, 22 janvier, un mot, solstice. Je me sens un peu importun chez cet inconnu dont la voix, une fois encore, me revient à la mémoire. Lors de mon dernier séjour en Angleterre, j'ai vécu dans une maison hantée. Disons, subtilement hantée. Les objets ne se déplaçaient pas seuls, mais il y avait dans cet endroit, outre une atmosphère bien particulière, des petits faits troublants. Ai-je dormi? Des pas? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et qui est là? C'est moi, Marie. Marie? La veuve de Jules. Je voudrais savoir. Savoir quoi? Si je continue ou si je m'arrête. Si vous continuez ou si vous arrêtez quoi? De faire le ménage. Ah. Si j'arrête, je vous rends la clé. Monsieur Pierre-François préférait que je l'aie pour notre indépendance à tous deux. Mais vous continuez, bien sûr, ça me rendra un tel service. Alors vous partez vous promener. Ah bon? Moi, j'aime prendre mon travail comme ça me plaît.
Monsieur Pierre-François le savait. Quand j'arrivais, il s'en allait. C'est Augustin l'épicier qui m'a dit que vous étiez là. J'ai frappé, mais vous répondiez pas. Je suis entré. Il est 9 h du matin, vous savez. J'ai pas remis les pieds ici depuis ce que les gendarmes ont appelé l'accident. L'accident. Ils me font rire. Bon, alors vous me laissez la place. Bon, ça va. Marie me pousse dans ce matin aigrelet de novembre. L'île Fulatine. Pierre-François Fournet a passé là 20 ans de sa vie. Et m'y voici à mon tour, sans trop savoir pourquoi, arpentant les rues du village. Mon reflet glisse sur la vitre d'un magasin d'accessoires de marine, sur celle de la salle à manger de l'hôtel des voyageurs. Une main écarte un rideau. Le visage d'une très jeune fille apparaît. Je vois ses cheveux blonds, son regard gris, un peu triste. Monsieur Fournet! Oui? Monsieur Fournet, je suis Augustin, l'épicier. Votre plus proche voisin, en quelque sorte. Ah, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais pas être indiscret, mais il y a un fameux grain qui se prépare. Je rentre. Si vous voulez, en passant, je vous dépose. Ah, vous êtes gentil. Merci. Et la boutique, à l'embranchement des deux routes. C'est moi. Ah bon? Mon père était marin, j'ai choisi le commerce. Alors, comme ça, vous êtes le neveu de Pierre-François. Ah oui. Vous le connaissiez bien? C'est bien. Idiot, cet accident. Et que s'est-il passé exactement? A dû glisser. On l'a retrouvé un matin, au pied d'une falaise. Ça avait une drôle d'idée de venir à Fulatine en cette saison. Ouais. Ah. Le vent a tourné. Tenez, je vous promets au moins 3 jours de pluie. Si c'est pas plus. Le ciel a tenu la promesse d'Augustin. Un déluge sans rémission m'enferme dans cette maison où je me sens si peu chez moi. Il me faudra bien tôt ou tard me résoudre à ranger tous ces papiers, mais j'y répugne comme à une indiscrétion. Le désœuvrement me pousse à ouvrir quelques tiroirs. Il y a des lettres sans importance, des livres. Et puis, sous une pile de vieux journaux, une photographie un peu jaunie. Mon cœur bat comme devant une découverte merveilleuse. Pierre-François semblait haïr les photographies, il n'en possédait aucune. Celle-ci représente un couple debout devant la tour de Londres. La jeune femme porte une robe un peu démodée et sourit. Est-ce elle qui a écrit dans un coin à l'encre bleue « À notre cher Pierre-François, Abigail Stanley, Londres, le 13 septembre 1958. » Abigail Stanley. Quelle place ont-ils tenu dans la vie de mon oncle? Que sont-ils devenus depuis cette journée ensoleillée de septembre 1958? La pluie noie la lande. Au loin, le ciel et la mer se confondent. Dans la pénombre, j'aperçois, pendu au porte-manteau de l'entrée, le gros gilet de laine et le vêtement de pluie de Pierre-François. Une fois encore, je me souviens de sa voix. Lors de mon très long séjour en Angleterre, j'ai vécu dans une maison hantée. Enfin, disons subtilement hantée. Les objets ne se déplaçaient pas seuls. Quelle étrange impression. Il n'y a ici ni téléviseur, ni poste de radio. Simplement un magnétophone très perfectionné. Et cet immense piano. J'imagine Pierre-François assis là, et jouant. Et c'est tout à fait par hasard
Qu'en ouvrant un coffre, je découvre un nombre important de cassettes. Sur le coffret de l'une d'elles, Pierre-François a écrit « Prélude de Chopin ». Il me prend l'envie de l'écouter. Semble comprendre. Pierre-François s'enregistrait, s'écoutait, se corrigeait. J'imagine cet homme isolé par le mauvais temps, comme je le suis. Que faisait-il à l'île Félatine? Pourquoi, aux environs de 30 ans, avait-il renoncé à une brillante carrière de soliste? Pourquoi? J'en ai assez, Léon, ça suffit pour aujourd'hui. Salut, mon vieux. Léon? Mais qui était Léon? Veuillez entrer. Là. Ah, c'est vous, Marie. Ouais, c'était pas prévu, mais demain, faut que j'aille sur le continent à cause de mes dents. Ça vous dérange? Non, pas du tout. Je prends mon ciré, je vous laisse. Oh, juste une question, Marie. Vous connaissiez Léon? Le Léon de Monsieur Pierre-François? Oui. Bien sûr. Figurez-vous qu'un jour j'arrive et puis j'entends parler. Je me dis, il y a quelqu'un, c'est pourtant pas l'habitude. Monsieur Pierre-François me crie, entrez, Marie, je discute avec Léon. Alors, je risque un œil et je vois personne. Monsieur Pierre-François éclate de rire. Léon, c'était ce truc-là. Quoi, le magnétophone? Oh, moi, le mot compliqué. Ah. Bon, bah, faut que je m'y mette. Non, attendez un instant, s'il vous plaît. C'est à propos de Pierre-François, de sa mort. Vous ne croyez pas à un accident? Ah, non, monsieur. Et pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Parce que... Vous pouvez pas comprendre, vous l'avez pas connu. Enfin, Marie, moi, je voudrais savoir, c'est normal. Faites comme les gendarmes, contentez-vous des rapports. Allez, maintenant, vous partez. Au revoir, monsieur Jean. Bon, allez, ben, au revoir, allez. Marie. Oh. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi Marie ne veut-elle pas parler? Si elle ne me poussait pas dehors, aurais-je le courage de sortir. Mes promenades sont totalement dépourvues de fantaisie. Je me suis habitué à un itinéraire sans surprise qui me conduit de la lande vantée au petit port. Un chalutier disparaît derrière le phare. Une angoisse indéfinissable m'étreint à la naissance de la ruelle qui mène devant la véranda tarabiscotée de l'hôtel des voyageurs. Jamais je ne suis passé là sans rencontrer le regard gris et grave de cette jeune fille aux cheveux blonds. Qui est-elle? Nous restons quelques instants face à face. Ah, bonjour Augustin. Ah, bonjour, je vous ramène, monsieur Jean? Avec plaisir. J'ai perdu ma matinée. M'avait pourtant bien promis de mettre ma commande sur le bateau. Oh, c'est pas sérieux. La petite a les oreillons. Alors, quand je m'absente, Adèle est obligée de garder le magasin. Oh. Augustin. Oui. Vous qui connaissez tout le monde, savez-vous qui est cette jeune fille blonde? Mademoiselle Morgan? Oui. Oh, elle est arrivée l'hiver dernier, si je me souviens bien. Elle s'est installée à l'hôtel des voyageurs. Oui, mais qu'est-ce que je vous disais? Ah oui. Ben, voyez-vous, moi je tenais pas à avoir d'enfant. Dans le commerce, c'est pas pratique. Alors quand sa mère n'est pas à côté d'elle, cette maudite gosse n'arrête pas de pleurer. Forcément, ça lui fait monter la fièvre. Hein. Et l'année dernière, on voulait aller faire un petit tour à Château-Maillec, vu que j'y ai des cousins. Et ben, elle nous a fait la varicelle. C'est toujours comme ça. Tenez, et puis si je vous raconte... Et les jours passent. Depuis combien de temps suis-je ici? Je me sens comme anesthésié
en marge de ma propre existence. Je range un peu, je classe des papiers. Pierre-François Fournet semblait se désintéresser des choses. Chaque jour, j'écoute de nouvelles cassettes. Il est bien rare que je ne surprenne pas la voix de mon oncle. Et allons-y, Léon. Brahms, On va voir ce que je peux faire aujourd'hui. Je ne dois pas me rouiller, mon vieux. Et puis soudain, un soir... Tu es mal, Jenny. Mets-toi là, près du feu. Je joue rarement ce morceau. Il me rappelle... Oh, quelle importance. Comme tu sais bien écouter, Jenny. Jenny. À qui appartient ce prénom que Pierre-François prononçait avec tant de douceur? Étrange Pierre-François. Je partirai bientôt, il le faut, je le sens. Je partirai loin de l'île Fulatine, de ses charmes et de ses pièges. Cette cassette sera sans doute l'une des dernières que j'écouterai. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises. Non. Sur la vitre des surprises. Sur la vitre des surprises. Sur les lèvres attentives. Attentives. Rien au-dessus du silence. Du silence. Rien au-dessus du silence. J'écris ton nom. Êtes-vous content de moi? Je suis en progrès. Mais tu jugeras toi-même, ma petite Jenny. Oh, vous m'avez enregistré. Oui. Oh, non. Jenny. Encore elle. Éclaircirai-je jamais le mystère de son identité? Où Pierre-François l'a-t-il connu? Dans quelles circonstances? Sans doute est-ce pour en savoir plus que j'écoute une autre cassette. Je peux plus travailler. Si tu savais, Léon. Si tu savais. Bonjour, monsieur Jean. Bonjour, Marie. Dites-moi, mon oncle avait-il des amis dans l'île? Vous n'allez pas recommencer à me poser des questions. Mais non, nous parlons simplement, vous et moi. Des amis. Oui, enfin, des gens qui venaient le voir. Ici? Ouais. Jamais, non, ça jamais. Il allait quelquefois à Paris pour ses affaires, ça n'arrivait pas souvent et ça durait pas longtemps. Jenny. Ce prénom ne vous dit-il rien? Rien de rien. Et puis moi, vous savez, les affaires des autres. Dis donc, j'ai besoin de savon et de lessive. Je vous ai fait une liste. Ça vous ennuierait d'aller me chercher ça, c'est Augustin? Mais pas du tout, Marie, j'y vais tout de suite. Marie est impitoyable. Par n'importe quel temps, elle me jette dehors. Le bruit
brouillard aujourd'hui rend tout imprécis. Il efface l'horizon, les maisons et les haies. Derrière un fantôme de phare se balance le fantôme d'un bateau. Quelqu'un bouge là-bas au bout du sentier. Je m'approche. Personne. Je ne trouve qu'un arbre mort, quelques branches. C'est tout. Cette fois, je ne rêve pas, on bouge tout près. Quelqu'un marche à côté de moi, accordant ses pas sur les miens. Je ressens de plus en plus souvent l'impression d'une présence. Cela dure quelques instants, puis se termine sans raison. Me voici de nouveau seul. Au fond du brouillard apparaît un halo lumineux. C'est la très réelle boutique d'Augustin. Ah, monsieur Jean, quelle bonne surprise. Bonjour, Augustin. Un instant, vous permettez, hein? Bon, alors... Une femme se tient immobile dans un coin d'ombre. Elle se tourne. C'est la jeune fille blonde de l'hôtel des voyageurs. Elle me paraît encore plus fragile et plus jeune. Laissez-moi vous faire un paquet, mademoiselle Morgan, ce sera plus pratique, hein? Enfin, quand je dis pratique, c'est quand même bien encombrant. Bon, écoutez, pour le moment, je suis tout seul, mais quand Adèle rentrera d'un coup de voiture, hein, c'est pas une affaire, hein. Oh, merci, Augustin, vous êtes gentil. Je vais essayer de me débrouiller. Jenny. Je reconnais sa voix. Jenny. La jeune fille de l'hôtel des voyageurs. Il me faut agir vite. Vite. Très vite. Mademoiselle. Mademoiselle, je peux vous aider, je suis libre, cela ne me pose pas de problème. Merci, monsieur. Bien, Augustin, je vous laisse cette liste, je reviendrai. Quand vous voudrez, monsieur Jean. Au revoir, mademoiselle Morgan. À bientôt, Augustin. Augustin, à bientôt. Hein. Au plaisir. Jenny marche à côté de moi. Cette rencontre est importante, mon émotion me le dit. L'extrême jeunesse de Jenny me déroute. Jenny. Vous connaissez mon prénom? Oui, j'ai retrouvé les cassettes de Pierre-François. Souvenez-vous, sur la vitre de Surprise. Depuis longtemps déjà, je prononce surprise. Vous habitez à Fulatine? Non, ce n'est pas cela. Si je savais où aller seulement... Voilà, je ne sais pas. Et puis Fulatine, c'est... Jenny se tait brusquement. Me voici arrivée. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais vous demander quelque chose. C'est difficile. Et dites. Monsieur, s'il vous plaît, me permettriez-vous de retourner une fois, rien qu'une fois, dans la maison de votre oncle? Quand vous voudrez. Demain? Je vous attendrai. Merci. Entrez. Bonjour, monsieur. Entrez, je vous en prie. Rien n'a bougé. Rien. J'éprouve une si grande émotion. Pierre-François semble être toujours là. C'est vrai. Lentement, Jenny fait le tour de la pièce. Elle s'arrête devant l'image de Stanley et d'Abigail. Cette photographie, je ne l'ai jamais vue ici. Pierre-François haïssait tous les souvenirs. Je l'ai retrouvée parmi des papiers. Mon père et ma mère. Votre père et votre mère? Il est mort il y a plusieurs années. Elle, voici quelques mois. Vous êtes seul? Oui, monsieur. Je vais m'en aller. Si vite? Comment vous expliquer? Je ne peux pas rester ici. Non, je ne peux pas. Je comprends ce que ressent Jenny. Moi aussi, j'ai le sentiment que quelqu'un est là, tout près de nous, qui nous observe. Un bruit mou,
presque imperceptible. Sans aucune raison, l'imperméable de Pierre-François est tombé du porte-manteau de l'entrée. Il gît sur le carrelage. Sortons. Jenny, je vous raccompagne. En passant par le menhir de la Grande Lande, voulez-vous? Oui? Pierre-François aimait bien cet endroit, parce que le vent y souffle très fort. Autrefois, je détestais le vent. Jenny, y a-t-il longtemps que vous habitez à Fulatine? Depuis le décès de ma mère. Nous vivions à Londres toutes les deux. Avant de mourir, elle m'a fait promettre de rejoindre Pierre-François. Ah. Je ne le connaissais pas. Je n'ai plus de raison de rester. Mais que faire? Il y a un autre lieu que je souhaiterais revoir. Seul, ce n'est pas possible. Si cela ne vous ennuyait pas... Nullement. Venez. Jenny me tend la main et m'entraîne à travers des chemins étroits bordés de ronces qui descendent vers une crique limitée d'un côté par la mer, de l'autre par une haute falaise. C'est ici que l'on a retrouvé le corps de Pierre-François. La mer, en se retirant, découvre des flaques ourlées d'algues vertes. Un petit crabe court après on ne sait quoi. Pierre-François a enregistré ce morceau devant moi. Je m'en souviens parfaitement. Est-ce que vous reprendrez du thé? Laissez-moi faire le service. Merci. Donnez-moi votre tasse. Oui, je suis arrivée à Fulatine le 21 décembre dernier. Je m'en souviens très bien, parce que Pierre-François, en m'accueillant, m'a dit « Tu es la demoiselle du solstice d'hiver. » Solstice. Je ne savais pas ce que cela voulait dire. Solstice. Ce mot qui fut le dernier écrit par Pierre-François avant sa mort prend soudain sa signification. Il est lié à Jenny, venue à Fulatine, au jour le plus court de l'année. 1 mois plus tard, le corps de Pierre-François était découvert au pied d'une falaise. Que se passa-t-il donc entre le 21 décembre, date de l'arrivée de Jenny, et le 22 janvier, date de l'accident de Pierre-François? Jenny, Pierre-François. Comment savoir? Il me faut chercher, fouiller. C'est ainsi que je retrouve au fond d'un tiroir d'autres cassettes. Non, ce qui m'émerveille dans son œuvre, c'est la richesse de son inspiration et l'extrême diversité de son tempérament. 1790, Così fan tutte, il a 34 ans. Il écrira encore La flûte enchantée, le concerto pour clarinette et bien entendu le requiem. Gluck mourra bientôt et... Envoyez cette jeune fille. Que vais-je faire de Jenny? 21 décembre. Comme c'est bête. Voilà 20 ans que je fais semblant d'être guéri. Tout mon passé, toutes mes souffrances d'autrefois ont ressurgi aujourd'hui. Jenny est apparue sur le pont du bateau et j'ai cru voir Abigail. Pourquoi m'a-t-elle envoyé cette jeune fille? Que vais-je faire de Jenny?
La nuit est tombée depuis longtemps. Je suis là, assis devant le feu, écoutant des confidences qui ne me sont pas destinées. C'est étrange. Je me sens brusquement comme paralysé. Quelqu'un se tient immobile derrière moi. Et il est impossible de me retourner. Cela dure quelques secondes, pas davantage. Voilà, c'est fini. Je me sens tellement angoissé. Une autre cassette porte la date du 24 décembre. Quand je regarde Jenny, c'est Abigail que je revois. Jenny a le profil pur et fin de sa mère, les mêmes yeux, mais je devine en elle plus de sensibilité, plus de tendresse. J'aime sa façon d'écouter. Cet enfant m'aidera à passer une soirée redoutée entre toutes, celle de Noël. C'était à Noël, il y a 20 ans. Abigail a été si cruelle. Nous ne nous sommes jamais revus, et bien souvent je me suis demandé si j'avais eu raison de fuir. Au jeu des si, on construit des destinées idéales. Si Abigail avait pu m'aimer, si elle n'avait pas choisi de rester avec Stanley, son mari, si j'avais lutté, si je ne m'étais pas laissé prendre au piège de l'île Fulatine. Maman m'avait dit que vous ne saviez pas rire. Bah tu vois, elle avait tort. Je vous plaignais sans vous connaître. C'est si bon. C'est si bon. J'ai enregistré le rire de Jenny sans qu'elle s'en aperçoive. Je ferme les yeux, j'écoute, et je revois un moment de ma vie avec Abigail. C'était sur la plage de Brighton. J'aime beaucoup ce morceau, Pierre-François. Continuez pour moi, s'il vous plaît. Ma douce petite Jenny, tu ne trouves pas ça complètement idiot de me vous voyer? Si, complètement idiot. Je t'en prie, joue pour moi toute seule. Janvier. Jenny prétend détester le vent. Elle a tort. Je l'initie à la magie des tempêtes. Jamais je n'ai aussi bien travaillé que depuis son arrivée. Cette nuit, il m'est venu l'idée d'un thème intéressant. Et je sens que je vais me remettre à la composition. Oh, c'est curieux, cette impression d'être au seuil d'une vie nouvelle, heureuse, apaisée, créatrice. Janvier. Pourquoi Jenny m'a-t-elle fait faux bon? Je l'attendais à 3 heures. Impossible de travailler. Je suis vide d'idées. Que m'arrive-t-il? Mais qu'est-ce qu'il y a, Marie? Ah ben, monsieur Pierre-François, je savais pas que vous étiez là. Non, sortez, Marie, je veux qu'on me laisse tranquille. Ouais. Mais assez! Bon, ben faut pas vous énerver comme ça, je reviendrai demain.
Je vais aller jusqu'à l'hôtel des voyageurs. Peut-être Jenny est-elle souffrante. 14 janvier. Jenny était très bien. Me voilà rassuré. Mais quand je dis rassuré, ce n'est pas tout à fait vrai. Qu'a-t-elle? Elle montrait un air si fatigué, si triste. Elle m'a simplement dit « Laissez-moi, Pierre-François. J'ai besoin d'être seul pour réfléchir. » 18 janvier. Que deviendrais-je si Jenny décidait de quitter Fulatine? J'ai terriblement peur de comprendre. Tout est impossible. Elle a 19 ans. J'en ai 51. Sur la dernière cassette, une date est écrite. 22 janvier. Pierre-François Fournet n'a plus que quelques heures à vivre. Ai-je le droit d'écouter? Je n'en suis pas certain. Mais il y a Jenny. Et je veux savoir. 22 janvier. J'ai très longuement réfléchi avant de prendre cette décision irrévocable. Ma vie a basculé ce matin à la réception de la lettre de Mr. Brown de Nothway. Monsieur, me disait-il, Madame Morgan, qui m'honorait de sa confiance, m'avait chargé de vous transmettre une enveloppe que vous trouverez jointe à ce courrier. L'écriture d'Abigail n'a pas changé, je la reconnais, telle qu'autrefois. Pourquoi a-t-elle tant tardé à me faire ses confidences? Pourquoi? Abigail. Une fois encore, je relis ces lignes qui me font tant de mal. Tu m'as toujours reproché, Pierre-François, un certain mauvais goût théâtral. Ce message, qui selon mes vœux ne te parviendra que 3 mois après mon décès, te confortera dans cette opinion. Jenny habite auprès de toi depuis quelques semaines. Tu as appris à la connaître et peut-être à l'aimer. Il est temps que tu saches la vérité. Pourquoi te l'ai-je envoyé? T'es-tu posé la question? Jenny est ta fille. Je te prie de ne jamais lui dire. Elle a aimé Stanley comme on aime un père. Et puis, que pourrait-elle comprendre à notre piteuse aventure? Cette piteuse aventure a bouleversé mon existence et ruiné ma carrière. Qu'importe maintenant. La seule personne qui compte, c'est Jenny. Jenny que je ne reverrai pas justement parce qu'elle est ma fille. Bien souvent, en regardant le calendrier, j'ai pensé que la date de ma mort était inscrite là. Le mystère restait entier. Aujourd'hui, je sais. Nous sommes le 22 janvier. Mon destin se termine. Non, je n'ai plus rien à faire ici, Jenny. C'est décidé, je m'en vais. Vous m'abandonnez. On me propose une situation, je dois l'accepter. Bien sûr. Installez-vous dans la maison de Pierre-François et considérez que vous y êtes chez vous. Jenny, il faut que vous sachiez qu'en toutes circonstances, vous pourrez compter sur moi. Un mot de vous et je... J'aimais Pierre-François. Jean, l'avez-vous compris? Eh oui. Oui, je l'ai compris. Jenny n'apprendra pas la vérité. Avant de quitter Fulatine, j'ai détruit les confidences de Pierre-François. Ai-je bien fait? Le bateau s'éloigne de l'île. Sans doute ne reviendrai jamais ici. C'est comme ça toutes les semaines. Il faut bien que j'aille à Rochelaure pour les achats. Ciel gris, mer grise,
Grands oiseaux blancs. J'arrive pas à lui faire Et Augustin comprendre qui qu'il faut parle, être aimé avec parle. tout le monde. Le client, c'est sacré. Et je ne l'écoute pas. Mais voyez-vous, elle est plutôt famille qui était dans la culture. Ah, ouais, Je me retourne une dernière fois vers Là, vous Fulatine. comprenez, on a ça dans le sang ou pas. Hein. Voici le bourg serré autour de l'église, Faire apprendre quelque chose. le petit bois, les ruines de la forteresse, l'usine à Varec, la falaise où Pierre-François... Ah non. Non, ce n'est pas possible. Un homme se tient là, debout sur la plage, à l'endroit précis où le corps de mon oncle a été retrouvé. Il porte la veste de laine que si longtemps j'ai vu pendue au porte-manteau de l'entrée. Augustin! Augustin, regardez! Là! Au bas de la falaise! Quoi? Vous rêvez, monsieur Jean. Il n'y a rien ni personne. Aussi vrai que je m'appelle Augustin. L'homme ne bouge pas. Je sais qu'à cet instant précis, je suis seul à voir Pierre-François Fournet. Cela ne dure que quelques secondes, puis la vision s'estompe. Il ne reste qu'une crique déserte, des rochers, un peu de sable.